Bonjour et bienvenue à ce journal de la journée à la une de l'actualité de ce mardi. Triste anniversaire aujourd'hui, c'était le 16 janvier 2001, 23 ans déjà, depuis que le troisième président de la RDC, Mosé Laurent Désiré Kabila, a été assassiné dans son bureau au palais de Marbre à Kinshasa. Plus de 2 décennies après sa disparition, les Kinois se souvient encore de ces différentes œuvres réalisées par les soldats du peuple. Les services nationaux restent l'une de ses actions phares. Vous les entendrez au début de ce journal. Également au sommaire, les chiffres étaient inquiétants et alarmants. Plus de 200 présumés bandits urbains auteurs de meurtres, vols, viols et extorsions de biens dans plusieurs communes sont tombés dans le filet de la police. Comme eux, quelques agents de la police de la circulation routière accusés de tracasseries sont aussi pris en flagrant délit. Ils sont tous aux arrêts et seront déférés devant la justice. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, 50 ans déjà, jour pour jour, depuis que l'RDC a ramené la Coupe d'Afrique à la maison, pour sa cinquantenaire, 3 anciens léopards champions de 1974 viennent d'être honorés par Canal+. Ils ont reçu un chèque de plus de 5 millions de francs congolais. C'était à l'occasion de la présentation d'une nouvelle chaîne pour diffuser tous les matchs de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est tout pour le titre de l'actualité de ces parties. Mesdames et messieurs, une fois bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais à l'ouverture de ce journal, triste anniversaire. Aujourd'hui, c'était le 16 janvier 2001, 23 ans déjà, depuis que le troisième président de la RDC, Mosé Laurent Désiré Kabila, a été assassiné dans son bureau au palais de Marbre à Kinshasa. La RDC tout entière lui rend hommage. Des cérémonies sont organisées dans plusieurs coins du pays. Et plus de 2 décennies après la disparition du soldat du peuple, les Kinois se souviennent encore de ces différentes œuvres réalisées par les soldats du peuple. Le service national reste l'une de ses actions phares. On les écoute. Une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective et résonnera comme un signal pour l'éveil patriotique. Le 16 janvier, les Congolais de toutes les tendances émis par une seule volonté se souviennent de cet homme d'État, Mosé Laurent Désiré Kabila, qui est allé jusqu'au sacrifice suprême pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ce fut un grand président, un grand homme d'État qui est arrivé au pouvoir après 32 ans de règne de Mobutu. Il y avait beaucoup de désordre dans le pays, mais il a su vraiment amener les Kinois surtout à respecter les règles de la vie. À Kinshasa, il était intelligent et puis il a su vraiment diriger le pays comme il faut. C'était quelqu'un qui était nationaliste, qui aimait bien son pays, mais depuis qu'il est parti, après lui, il y a les gens qui ont fait semblant d'aimer le pays. Actuellement, nous espérons aussi avec le nouveau président, nouveau réélu, nous sentons à lui aussi l'amour du pays. De bons souvenirs pour lui. Ce qu'il faisait, les projets, les images qu'il nous a laissées. Si on avait gardé jusqu'aujourd'hui, moi je pense qu'on allait peut-être progresser dans beaucoup de choses. D'abord en créant les services nationaux. On avait eu un embargo pendant certaines années. On vivait de nos ressources à nous. Chose qui est déjà bon. On était bien dans ce pays. Donc, il avait instauré un système de type peuple. Voilà. C'est quelque chose de bien, de bon. Si on pouvait continuer avec ça aujourd'hui, ça allait être bien. C'était un moment de partage, des souvenirs et des réflexions sur les idées forces de Mosé Laurent Désiré Kabila à pérenniser afin de bâtir une nation forte, debout et prospère dans la cohésion nationale sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup Jacques Kabouaba et J.R. Kabamba pour ce reportage. Les chiffres est inquiétant et alarmant. Plus de 200 présumés bandits urbains, auteurs de meurtres, vols, viols et extorsions de biens dans plusieurs communes sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Comme eux, quelques agents de la police de la circulation routière accusés de tracasseries sont aussi pris en flagrant délit. Ils sont tous aux arrêts et seront déférés devant la justice, comme nous dit Cédric Kenina dans ce reportage. Ces bandits urbains arrêtés et présentés devant l'opinion publique sont pour la plupart auteurs de meurtres. Plus de 200 bandits urbains, communément appelés Kuluna, sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Ajoutés dans ces lots, quelques agents de la police des circulations routières, accusés des tracasseries sur
les grandes artères de la capitale, plus particulièrement sur l'avenue des Huleries. Ces hors-la-loi ont été interceptés dans différentes communes de la capitale, notamment la commune Ngaliema, Mongafula, Massina ainsi que d'autres. Des griefs spécifiques ont été retenus à leur charge. Meurtres, vols, incendies des bus Transco pour certains. Et les derniers exemples en date, c'est sur le boulevard Lumumba. Ils étaient tous devant le numéro 1 de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui fait de la lutte contre la criminalité urbaine son cheval de bataille. Tous seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes, a rassuré le numéro 1 de la police de Kinshasa. Si vous regardez derrière vous, vous allez voir la bouffe et la tête qu'ils consomment. Après les avoir consommés, ils deviennent inhumains. Bref, ce sont des mauvais citoyens qui sont en train de couper les gens à la machette, de tuer les gens à la machette, et voilà qu'on doit les rechercher pour les mener tout droit à qui de droit. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, c'est encore un autre lot. Le but, c'est de retirer tous ces inciviques de la société. Le chef de la police de la ville de Kinshasa est déterminé à mettre hors état de nuire ces inciviques qui sèment terreur et désolation et à s'engager à la protection des personnes et leurs biens. Les nouveaux dirigeants de la régie des voies aériennes déjà aux manettes devant les agents et cadres de cette entreprise publique, les duos Ngombambaki et Blaise Londele ont présenté un programme ambitieux, programme axé essentiellement sur la construction des nouveaux aéroports et la rénovation des sites aéroportuaires à travers le pays. Le résumé de cette première rencontre avec Paulette Lomba. La bonne marche au sein de la régie des voies aériennes demeure le pilier de la politique de la nouvelle équipe dirigeante de la RVA-SA. Cette préoccupation a été examinée dans toutes ses facettes à la première réunion de prise de contact qui a réuni autour du directeur général Léonard Ngomambaki et du directeur général adjoint Louis Blaise Londolé, les directeurs centraux et les chefs de service. Pour implorer l'accompagnement du Très-Haut, une prière a précédé l'intervention du directeur général. Léonard Ngomambaki dévoile son ambitieux programme de construction des aéroports au standard international et la rénovation de sites aéroportuaires. Ces réalisations ne seront possibles qu'avec l'implication de tout le cadre et agents de cette régie. Une invitation a été lancée à l'ensemble du personnel pour le respect strict des textes légaux qui régulent les fonctionnements de l'entreprise. Les équipes en atelier à Gombe sur la sécurité de l'aviation civile en RDC ont eu l'honneur d'être visitées dans les instants qui ont suivi par le directeur général. Agenda des défis pour l'adéquation de l'exploitation aux normes internationales par rapport aux infrastructures aéroportuaires censées passer de la problématique des subventions et sécurité anti-incendie. La RVA, devenue l'instrument par excellence du gouvernement qui contribue au désenclavement de 145 territoires et de nos 26 provinces à l'ouverture de la RDC au monde extérieur. Partenaire, le directeur général de Congo Airways SA, José Louéa Didier, a rappelé les différentes structures qui sont liées à l'aviation civile en RDC dans l'espoir de formuler des recommandations propres à assurer l'amélioration du service de la sécurité. Comment fonctionnent les agences des Nations Unies en République démocratique du Congo? Eh bien, la question fait débat au cours d'un atelier de 2 jours organisé à Kinshasa, atelier organisé à l'attention des hommes de médias. Mamita Bangoulou était. Comment fonctionnent les agences du système des Nations Unies présentes en RDC dans leur rôle d'accompagner les gouvernements congolais pour la mise en œuvre du plan national stratégique de développement? Ce sujet a constitué l'essentiel substantiel pour la formation durant 2 jours de hommes et des médias. Plusieurs sessions avec modules spécifiques ont été animées par des spécialistes des différentes agences membres du système des Nations Unies, notamment les mécanismes de financement du système des Nations Unies, les plans cadres de coopération et les cadres des résultats.
la prévention contre les abus et exploitations sexuelles, la lutte contre les discours d'incitation à la haine, la mise en œuvre des objectifs de développement durable Agenda 2030. Au terme de 2 jours d'échange, le coordonnateur résident des Nations Unies en RDC, Joseph Makamba, a livré la quintessence de cette formation consacrée aux agences onusiennes pour qu'elles ne travaillent pas en RDC vaille que vaille. Selon lui, chacune de leurs actions rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national stratégique de développement, suivant les cadres de coopération avec les Nations Unies pour le développement de 2020-2024, cadre signé avec le gouvernement congolais. L'objectif est de permettre aux journalistes de communiquer de la plus belle manière pour que les communautés puissent être informées correctement. Et c'est par rapport au travail quotidien des journalistes pour assurer un bon accompagnement dans l'atteinte des objectifs de développement durable dont nous avons consigné la mise en œuvre à travers les cadres de coopération 2020-2024. Ainsi, les actions des agences de l'ONU réalisées suivant ces cadres de coopération devaient être communiquées au public avec précision, a-t-il souligné. Des témoignages choquants et glaçants des familles des otages des Hamas dans la guerre avec Israël, des otages violés et mutilés, des témoignages pris au sérieux par les organisations des droits de l'homme qui ont demandé au gouvernement israélien d'enquêter sur place. Retour sur les journées sombres de cette guerre avec notre envoyé spécial Patrick Kachala, un reportage commenté par Gaëtan Magalan. De maisons incendiées, du sang sur le sol, sur le mur, insufflant l'odeur ancrée de la mort. Nous sommes dans le kibboutz de Be'eri, visité par le terroriste du Hamas. Ici, vivaient plus de 1500 personnes, aujourd'hui désertes, suite à l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 qui a, au regard de ces décors apocalyptiques, figé le temps dans cette partie de la ville de Tel Aviv. Une attaque qui a coûté la vie à 1194 personnes, en majorité de civils, et la prise d'otage de près de 250 personnes amenées dans la bande de Gaza, enfants comme adultes. Le témoin relate cette journée noire avec émotion. Ce que Hamas et Daesh ont fait, c'est un crime contre l'humanité. Je demande à tous les pays du monde d'exercer la pression la plus forte possible sur le Hamas pour arriver à un deal et libérer tous les civils, tous les innocents. Cette violence inouïe du Hamas est caractérisée par un mépris total des droits humains, affirmation des activistes de droits de l'homme. Tout ça, ça constitue en droit pénal international la définition de crime contre l'humanité. Donc nous parlons de crime contre l'humanité. C'est une et même attaque qui est en fait divisée dans différentes localités, mais elle est aussi constituée de différents actes. Tel un lion blessé, Israël est décidé à en finir avec le Hamas en détruisant systématiquement ses moyens de défense. Dans l'entretemps, les États-Unis et la communauté dite internationale appellent l'État hébreu à minimiser le perte en vies humaines. Jean-Pierre Passy-Zapamba a été réélu pour la 4e fois en tant que député national de Popo-Kabaka dans le Congo, un couronnement qu'il dédie à sa base électorale, pas seulement, mais également à Dieu. Cédric Kinina pour d'autres précisions. Popo-Kabaka, en siège, Passy-Zapamba, Bouka Jean-Pierre, AB. Popo Kabaka lui a renouvelé sa confiance et siégera au Parlement pour la 4e législature. Jean-Pierre Passy-Zapamba a dédié cet instant au Très-Haut. Tôt le matin, après une nuit de suspense, les voici dans sa paroisse traditionnelle pour rendre grâce. Nous sommes venus ici à l'église ce matin après la proclamation pour venir rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci, pour remercier la population de Popo-Kabaka, pour la féliciter et l'encourager de rester sur la voie du développement.
Investi d'une mission, parler au nom de ces vastes territoires et du peuple congolais d'une manière générale, cet élu compte redoubler son engagement pour les questions de développement. Nous allons, nous, continuer à faire le plaidoyer dans la mesure que Dieu nous donnera la sagesse et l'intelligence. Et donc, ce 4e mandat, nous le dédions tout simplement à la volonté de la population de Popo Kabaka et par la grâce de Dieu. Popo Kabaka, bénéficiaire du vaste projet des 145 territoires, reste et restera derrière la vision de Félix-Antoine Tshisekedi. Un autre élu, cette fois-ci dans la province du Kasaï, c'est Richard Tchenda. La nouvelle de son élection a réjoui ses électeurs. Tous ont aussi salué le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante, Rodépanda. La population de Tchikapa dans la province du Kasaï était autour de leur leader naturel Richard Tchenda pour la célébration de la victoire de ce grand notable élu député national dans les territoires de Kamonia. Une joie caractérisée par la grandeur de ce grand homme, un rassembleur, un homme avec un esprit de développement. Richard Tchenda a remercié la population de Tchikapa, particulièrement celle du territoire de Kamonia, pour leur détermination à faire de lui un député élu, le choix modeste à sa personnalité. La première chose, je remercie Dieu Tout-Puissant qui nous a donné un président avec une vision claire. Aujourd'hui, nous sommes députés, raison pour laquelle je remercie Dieu parce que nous sommes classés parmi les meilleurs élus. À ma base, à l'endroit de tout le monde qui avait pensé à moi, je leur dis merci. Parce que ce qu'ils viennent de faire, en me donnant confiance, cette confiance sera retournée à eux pour un bon travail chez nous. Cet élu du peuple promet de travailler pour faire accomplir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans tous les secteurs, surtout l'agriculture, qui est l'un des projets phares de Richard Tchenda. Toujours au Kasaï, André Moussongo vient lui aussi d'arracher un siège à la députation nationale. Après sa victoire, il est revenu vers son électorat pour des mots de remerciement. On l'écoute. Cette victoire, je la dédie à toute la population de la ville de Tchikapa, de manière générale, particulièrement, et j'assume, la colline de Kele, la commune de Mbumba et Mabondo, trouvée à travers vos voix que vous m'aviez voté massivement pour qu'aujourd'hui je devienne le véritable porte-parole de la ville de Tchikapa. Nous allons nous battre, nous allons porter du haut de la chair et partout nous allons nous retrouver à travers les différentes structures légales, étatiques et non étatiques, tous vos besoins. Nous serons là à l'écoute de vos demandes, à l'écoute de vos suggestions pour que la ville de Tchikapa puisse aujourd'hui se retrouver parmi les premières villes bénéficiaires des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais aussi remercier et dire en même temps que je suis député national de toute la population de la ville de Tchikapa, ceux qui m'ont élu et ceux qui m'ont voté et ceux qui ne m'ont pas voté. Donc ici, il n'y a pas de camp, il n'y a que le camp de la population. Autre chose à présent, la voirie de la ville de Butembo doit être repensée. L'exécutif provincial du Nord Kivu compte sur la perception des taxes et l'engagement de la Fédération des entreprises du Congo de la province. Les conseillers du gouverneur militaire l'a dit hier aux opérateurs économiques. Regardons. Ce lundi 15 janvier à Kassindi, le conseiller principal du gouverneur de province en charge des finances a été en face des partenaires dont la FEC, les importateurs des produits pétroliers, la DGDA et autres services de l'État pour afin concrétiser la perception des $1000 américains par véhicule qui transportent les produits pétroliers dans le cadre de la reconstruction de la voirie des Butembo et Beni en raison des 5 km asphaltés par ville. À l'issue de cette séance de travail, maître David Kamwa Musubao, envoyé du général-major Peter Chirimwami, gouverneur de province, a précisé. Désormais, tous les véhicules qui importent du carburant vont devoir être acheminés immédiatement
dans l'entrepôt KVG, qui est un entrepôt qui a été construit selon les standards modernes et qui vient d'être agréé par la douane. La DGDA, par le biais de son directeur provincial Honor Kivu, a un grand rôle à jouer. Nous avons donné aussi des instructions à tous les douaniers qui sont à la prise en charge, de sorte que cette cargaison qui est entrée à la douane, pour sortir de l'entrepôt, elle doit présenter tous les documents relatifs au paiement de cette taxe-là. Les contribuables composés essentiellement des importateurs des produits pétroliers promettent appuyer cette initiative. Après échange, nous avons trouvé que l'initiative prise par la province, nous devons la soutenir en acceptant notre contribution de $1000 et montant forfaitaire sur les camions qui transportent les produits pétroliers. Le conseiller principal du gouverneur avec toute sa suite ont visité l'entrepôt KVG où désormais tous les véhicules transportant les produits pétroliers doivent stationner. Les enjeux monétaires de l'heure qui impactent sur divers aspects de l'économie nationale, c'est le thème d'une thèse de doctorat soutenue à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Kinshasa, comme nous dit Pirombo Issaidi qui était témoin de l'événement. Les panthéons du savoir congolais viennent s'enrichir d'une nouvelle éminence grise, à la personne de William Pambou Pambou, vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, élevé scientifiquement au rang de docteur en économie. C'était à l'issue d'une matinée scientifique de haute facture intellectuelle, faite d'une soutenance d'une thèse de doctorat dans la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux William Pambou Pambou a réussi avec la mention la plus grande. Cette dissertation doctorale, intitulée « L'endogénéisation de seuil de critères de convergence nominale comme condition d'optimalité d'une zone monétaire » a permis au docteur William Pambou Pambou de cerner son étude autour de diverses théories monétaristes en les confrontant aux réalités socio-économiques congolaises de l'indépendance à nos jours. Réalités dont l'apport font partie intégrante dans un système de mondialisation efficace. Pour que nous puissions bien comprendre cette thèse, ou sinon bien l'expliquer, nous l'avons bâti autour de 4 piliers. Ce sont des concepts clés qui sont l'état stationnaire, politique macroéconomique, spécialement critères de convergence nominale, le rattrapage économique, qui est au fait la finalité de poursuivre une dynamique d'intégration monétaire ou économique, notamment en Afrique, et puis les lissages de chocs asymétriques. Cette soutenance vient d'ouvrir une nouvelle page dans la carrière professorale du docteur William Pambou Pambou, qui s'est engagé à apporter son expertise intellectuelle pour l'éclosion de diverses institutions bancaires et monétaires du pays. Allez, je reviens sur ce que je disais au sommaire. 50 ans déjà, jour pour jour, depuis que la RDC a ramené la Coupe d'Afrique à la maison. Pour ses cinquantenaires, 3 anciens léopards champions de 1974 viennent d'être honorés par Canal+. Ils ont reçu un chèque de plus de 5 millions de francs congolais. C'était à l'occasion de la cérémonie de la présentation d'une nouvelle chaîne pour diffuser tous les matchs de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Serge Merlemata et J.R. Kabamba nous en disent long. Une canne, pas comme les autres, avec Canal+. Pour annoncer les couleurs, Canal+ RDC a au cours de cette conférence de presse saisi l'occasion pour présenter ses 2 offres promotionnelles. Question de permettre à ses anciens et nouveaux abonnés de bien suivre l'intégralité des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ceci en plus de la mise en place d'un dispositif antenne inédit axé autour de la chaîne complètement Cannes, disponible au Canal 9. Selon Mireille Kabamba, directrice générale des Canal+ RDC, la première offre concerne ceux qui sont déjà abonnés. Pour les anciens, il est offert 15 jours à la formule Tout Canal+, pour tout acte de réabonnement. Si la TNT, Easy TV a expliqué 30 jours, les est offert sur les chaînes bonus. Et c'est là pour tout acte de réabonnement. La seconde offre est destinée à ceux qui désirent entrer dans la grande famille Canal+. C'est dans le but de profiter de la canne ivoirienne. Les décodeurs HD est cédé au prix des $10 américains à partir de la formule Access avec Parabole Effect. Le message, c'est une mise en garde, effectivement, de pouvoir leur dire, en fait, s'ils continuent avec le piratage, clairement, nous allons utiliser tous les moyens qui sont
en notre pouvoir pour faire en sorte que ce piratage s'arrête. On utilisera que ce soit le régulateur ou alors les procédures judiciaires que l'on peut mettre en place pour nous permettre en fait de pouvoir éradiquer ce phénomène qui est en train de tuer complètement la télévision payante en fait de manière générale. À l'issue de cet événement, la directrice générale des cannabis RDC a procédé à la remise de 5 300 000 francs congolais à 3 anciens léopards les RDC ayant remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1974. Satisfaction et joie étaient lisibles sur tous les visages des bénéficiaires. Ces derniers n'ont pas manqué de mots justes pour remercier vivement Cannabis RDC pour avoir pensé à eux. Une page noire dans ce journal. Décédé le 17 décembre 2023, c'était hier que Nzeza Landou Marguerite, épouse de feu Edmond Nzeza Ndofosu, fondateur de la Bako, a été mise en terre au cimetière Kimberley. Toute la communauté Nekongo ainsi que celle de la Bako lui ont rendu un dernier hommage. La cérémonie a eu lieu à l'hôpital du cinquantenaire. Regardons. C'était l'une des dernières figures des pros de l'Alliance des bâtisseurs du Congo à Bako qui vient de quitter le monde. Nzeza Landou Marguerite, épouse de feu Edmond Nzeza Ndofosu, fondateur de la Bako. À la sortie du cercueil de la morgue, beaucoup sortent tête baissée, les pas est lourd, et très lourd même. Plusieurs d'entre eux, inconsolables, essuient pudiquement leurs larmes. Dès les premières secondes du dépôt du cercueil, pour un dernier hommage, l'effroi traverse cet espace. Seuls les cris et les pleurs résonnent face à un silence absolu qui faisait sa loi. Des hommages rendus sous les regards du président de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, Pierre-Anatole Matussila. Ces derniers a loué les qualités exceptionnelles de cette dame de fer qui a combattu aux côtés de son époux. L'Alliance des bâtisseurs du Congo à Bako vous exprime son infinie gratitude pour tout ce que vous avez accompli aux côtés de cette figure emblématique de l'histoire politique de notre pays. S'en est suivi le message de remerciement de la famille à l'assistance pour avoir témoigné sa solidarité en ces moments douloureux. Un célèbre adage affirme que derrière un grand homme se cache une grande femme. Ce dicton est confirmé dans la riche existence de maman Marguerite, car sa vie demeurera indissociable et intimement liée à la brève vie qu'a vécu son mari, le patriarche Edmond Nzeza Landou Ndofosu. Décédée à l'âge de 91 ans, mère des 11 enfants, Nzeza Landou Marguerite a été décorée le 4 janvier 2010 par la chancellerie des ordres nationaux pour les combats menés par son défunt mari dans la lutte pour l'indépendance de la RDC. C'est désormais au cimetière de Kimberley que reposera pour l'éternité l'âme de celle considérée comme matriarche chez tous les Né-Congo. Et pour finir, le rescapé du village de Kakobola près de Ouvira dans le sud Kivu s'éjoignent et aussi à ceux qui saluent la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regroupés au sein de l'association sans un but lucratif, ces victimes réclament aussi l'instauration d'une cour internationale pour le massacre subi, comme nous dit Jemima Diane Mogo. C'est tout un devoir de reconnaissance qu'expriment ces hommes et ces femmes, parents de victimes du massacre perpétré par des ennemis de la République dans le village de Makobola. Pour avoir été le seul candidat à l'élection présidentielle à se rappeler de leur mémoire, ils ont exprimé ici toute leur gratitude à la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, cela au nom de cette population qui a toujours su résister aux agressions des prédateurs des richesses du pays. Le professeur Obedi Nyamangioku Ishibuela, coordonnateur de Moalo, la structure qui gère les rescapés de Makobola, a profité de cette occasion pour formuler quelques recommandations afin que justice soit faite dans cette partie du pays. Grand merci au président de la République qui s'est donné corps et âme pour venir visiter les sites de massacre de Makobola. Nous avions demandé qu'il soit institué une cour internationale pour les massacres commis à l'est de la RDC. Que le gouvernement congolais initie des enquêtes en fait d'établir les responsabilités et punir les auteurs des massacres de Makobola et de ses environs. Qu'un mécanisme de prévention contre les massacres et d'accompagnement des victimes soit mis en place par l'État congolais. Qu'un mausolée sur les massacres de l'Est de la RDC soit construit à Makobola et que celui-ci contienne une branche des centres panafricains de transformation des conflits.
C'était donc pour ses habitants l'occasion de rappeler au monde cette barbarie survenue du 30 décembre 1998 au 2 janvier 1999 au village Makobola. Nous sommes ici, à 15 km du sud Kivu, frontière entre Uvira et Fizi. Allez, place à présent au rappel de titres avant de nous séparer. Triste anniversaire aujourd'hui, c'était le 16 janvier 2001, 23 ans déjà, depuis que le troisième président de la RDC, Mosé Laurent Désiré Kabila, a été assassiné dans son bureau au palais de Marbo à Kinshasa. Plus de 2 décennies après sa disparition, les Kinois se souviennent encore de ces différentes œuvres réalisées par le soldat du peuple. Vous les avez entendues au début de ce journal. Également, dans ce journal, nous vous avons parlé de ces chiffres inquiétants et alarmants. Plus de 200 présumés bandits urbains, auteurs de meurtres, vols, viols et extorsions de biens dans plusieurs communes sont tombés dans le filet de la police. Comme eux, quelques agents de la police de la circulation routière accusés de tracasseries sont aussi pris en flagrant délit. Ils sont tous aux arrêts et seront déférés devant la justice. Et enfin, 50 ans déjà, jour pour jour, depuis que la RDC a ramené la Coupe d'Afrique à la maison. Pour ces cinquantenaires, 3 anciens léopards champions de 1974 viennent d'être honorés par Canal+. Ils ont reçu un chèque de plus de 5 millions de francs congolais. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou Papi Nginamao. La partie technique a été assurée par Papi Vouele Nzengele Bassos Isabelle Betouao et Aimé Mongo. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bonne suite des programmes. Au revoir.